Alors, bienvenue à tous et tous. Nous avons donc un enregistrement ici de l'activité pour sa rediffusion. Donc, si vous n'êtes pas désireux de montrer votre visage à la caméra, je vous invite à couper vos caméras. Euh, L'enregistrement ne sera récupéré que pour la conférence et non moins pour les échanges si vous n'êtes pas désireux de contribuer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Tania Petlin qui va nous parler de la nouvelle loi française sur la majorité numérique, quel impact sur la protection et l'autonomisation des mineurs sur Internet. Avant de céder la parole à ma collègue, quelques mots d'introduction. Alors, Tania est maître de conférence à la faculté de droit de Poitiers depuis 2017. Elle dirige le magistère en droit d'éthique et le master droit du numérique. Elle est également co-responsable de l'axe numérique, innovation et propriété intellectuelle au sein du laboratoire Segoji. Ses recherches portent sur la propriété intellectuelle et le droit du numérique. Elle participe à plusieurs projets sur la transition numérique et la protection des mineurs face au déploiement des techniques numériques et de l'IA dans l'éducation. Actuellement, elle dirige un projet interdisciplinaire, droit gestion SIC, sur les mineurs dans les univers marchands numériques. Alors, Tania va nous faire une conférence d'environ une trentaine de minutes, à l'issue desquelles vous aurez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci à vous et bonne conférence. Merci Anne-Sophie pour cette introduction. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de partager mon diaporama. Très bien. Donc, je vais consulter l'affichage sur l'écran à côté. Merci Anne-Sophie, merci à tous. Comme Anne-Sophie l'avait dit en introduction, je travaille actuellement sur un projet de recherche interdisciplinaire entre le droit, les sciences de gestion et les SIC, c'est les sciences de l'information et de la communication. Et on s'intéresse à l'encadrement de l'activité des mineurs sur Internet, au nouveau cadre juridique qui pourrait aboutir à une protection efficace des mineurs en Internet. Et donc, ce cadre protecteur est notamment nécessaire pour qu'ils puissent s'autonomiser progressivement sur Internet afin de pouvoir bénéficier de l'ensemble de leurs droits. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle loi française sur la majorité numérique. Alors, le titre est très évocateur, la majorité numérique, mais en réalité, on va voir que cette majorité numérique n'est pas réellement consacrée. Et on va étudier aussi cette loi sous un angle des difficultés que rencontre l'ensemble de la législation, l'ensemble des textes qu'on essaye de mettre en place afin d'assurer une meilleure protection des mineurs sur Internet. Alors Anne-Sophie m'a précisé que le public de cette conférence sera constitué aussi des non-juristes. Donc, j'ai essayé de ne pas toujours utiliser les termes très techniques, mais on peut y revenir pendant le temps de discussion. Alors, concernant le contexte, on le sait, l'Internet n'a initialement pas été conçu pour les enfants. Et pourtant, aujourd'hui, les mineurs sont massivement présents sur Internet. Alors, cette présence ne se limite pas à leur loisir. Ils s'en servent aussi pour la communication, pour l'éducation, pour la création de contenu et aussi pour la participation citoyenne. Donc, on voit que ça touche à l'ensemble de leurs activités. Et donc, ça montre aussi les enjeux derrière ce besoin de l'autonomisation des mineurs sur Internet, dans un cadre protecteur quand même. Le Comité des droits de l'enfant de l'Union a rappelé en 2021 l'obligation des États de mettre en place des mesures en faveur du respect des droits de l'enfant dans l'environnement numérique, ainsi que l'importance de la prise en compte systématique de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, aujourd'hui, les législateurs ont l'obligation de mettre en place les mesures qui vont permettre aux mineurs, aux enfants, de bénéficier de l'ensemble de leurs droits dans l'environnement numérique. Donc, le législateur doit mettre en place
un cadre qui garantit aux enfants une protection, mais aussi l'exercice direct de certains droits en fonction de leur âge et de leur maturité. Donc, il s'agit d'instaurer quand même un équilibre entre cette protection, donc un cadre protecteur, mais un cadre aussi qui leur permet d'exercer eux-mêmes leurs droits lorsqu'ils sont capables, et pas nécessairement toujours à travers une représentation par les parents. Donc, si on revient maintenant à la loi du 7 juillet 2023, qui est évoquée dans le titre de cette conférence, donc la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Donc, cette loi s'inscrit dans cette démarche, tout en révélant aussi l'ensemble des difficultés auxquelles s'exposent les législateurs lorsqu'ils souhaitent réglementer l'espace numérique, notamment pour protéger les mineurs. Alors, concernant la capacité du mineur ou incapacité du mineur, en principe, le mineur a une incapacité générale d'exercice de ses droits et donc il doit être représenté par les parents, donc en principe jusqu'à l'âge de 18 ans. Toutefois, certains actes peuvent être accomplis par le mineur seul avant cet âge de 18 ans, mais la définition de la sphère de cette autonomie du mineur n'est pas évidente. Alors, n'est pas évidente en général, et d'autant plus, elle n'est pas évidente dans le contexte numérique. Alors, en France, le mineur peut en principe accomplir seul les actes de la vie courante. C'est la jurisprudence qui définit quels sont ces actes de la vie courante. Et les juges ne se sont pas particulièrement prononcés sur l'activité des mineurs sur Internet. Puis, ça peut être aussi la loi qui lui accorde une certaine autonomie. C'était notamment le cas du RGPD, le Règlement général sur la protection des données personnelles, donc qui est un règlement de l'Union européenne d'application directe sur l'ensemble de l'Union européenne, donc y compris en France. Et donc, dans ce texte, il est prévu que un mineur, en principe, âgé de 6 ans ou plus, mais les États membres pouvaient abaisser cet âge jusqu'aux 13 ans. En France, le législateur a choisi l'âge de 15 ans. Donc, un mineur qui atteint cet âge peut consentir seul au traitement de ses données personnelles, uniquement dans le cadre des services de la société de l'information. Donc, ça ne concerne que les traitements de données personnelles fondés sur le consentement, parce qu'il peut y avoir d'autres fondements de traitement des données personnelles, notamment le contrat, et on n'a pas de disposition particulière concernant le contrat, et uniquement dans le cadre des services de la société de l'information. Donc, sur ce point, on parlait souvent déjà de la majorité numérique d'un mineur de 15 ans en France, parce que c'était l'âge qui a été choisi par le législateur. Mais encore une fois, ce n'est pas une majorité numérique généralisée, mais simplement la possibilité d'accepter seul, de consentir seul au traitement de ces données personnelles dans le cadre des services de la société de l'information. Alors, lorsqu'on s'interroge sur l'autonomie accordée aux mineurs sur Internet, il faut à la fois prendre en compte l'évolution de discernement des enfants dans le contexte numérique. En fait, les mineurs sont de plus en plus des habitués de l'environnement numérique. Il est important à s'intéresser comment ils perçoivent leur activité sur Internet, comment ils perçoivent leurs droits, est-ce qu'ils sont capables de les exercer. Donc là, je reviens sur notre projet de recherche interdisciplinaire. C'est ici que nous avons besoin de faire appel aux sciences de l'information et de la communication afin de faire cette analyse, de faire des enquêtes auprès de jeunes sur leur perception des pratiques numériques et sur leur perception de leurs droits dans l'environnement numérique. Donc ça c'est le premier aspect qui va nous permettre de réfléchir sur l'autonomie des mineurs. Mais il faut aussi prendre en compte des nouveaux risques. Alors, l'environnement numérique fait naître de nouveaux risques qui ne peuvent pas toujours être anticipés, qui sont très évolutifs, et qui doivent être régulièrement observés et analysés pour qu'on puisse
pour donner un retour sur les risques qu'un acte peut représenter pour le mineur à court ou à long terme. Donc là encore, un besoin d'interdisciplinarité dans l'approche de l'encadrement de la protection des mineurs sur Internet. Donc la question qui se pose est la question de l'équilibre entre l'autonomie de l'enfant et sa protection, en sachant que les deux sont liés, parce que si on veut accorder à l'enfant, au mineur, une certaine autonomie sur Internet, il faut que le cadre soit assez protecteur, que le cadre légal protège le mineur face au risque de l'exploitation de ses vulnérabilités. Donc, c'est ça qui permettra de lui reconnaître une capacité d'exercice adaptée. Et nous allons voir que c'est un peu aussi l'approche du législateur et de certaines autorités indépendantes, notamment la CNIL, qui est en charge de la protection des données personnelles. Mais si on veut mettre en place un tel cadre protecteur, il faut impliquer des prestataires de l'Internet. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, les prestataires de l'Internet ont un rôle très important. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas à un tel point hors contexte numérique. Donc, il suffit de penser à leur taille, à leur présence, à leur capacité aussi d'établir des règles sur leur propre réseau à travers des conditions générales d'utilisation de leurs services. Donc, un rôle important. Donc, forcément, ils doivent être impliqués dans la protection des mineurs. Mais comment le faire? Alors là, on rencontre une difficulté particulière qui est celle que en droit de l'Union européenne, mais aussi ailleurs, même dans d'autres législations, les prestataires intermédiaires ne sont en principe pas responsables pour les contenus qu'ils hébergent. Donc, ce sont des intermédiaires passifs. C'était très important au début de l'Internet, afin de permettre le développement de l'Internet, de les décharger de cette responsabilité, afin qu'ils puissent développer cette activité d'hébergement à partir de laquelle l'Internet peut se développer. Donc, derrière cette responsabilité atténuée, on peut dire, parce qu'elle n'est pas complètement absente, il y a une idée générale de passivité. Donc, non-responsabilité des services d'hébergement. Alors, c'est quoi les services d'hébergement? Ces services d'hébergement ont été définis en 2000 comme les services qui ont pour activité de stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande. Donc, stocker des informations. En 2000, les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos ou de jeux vidéo, tels que YouTube, ou on peut parler aussi de Roblox plus récemment parmi les jeunes. Donc, ce type de plateforme n'existait pas en 2000. Donc, il n'était pas du tout envisagé par le législateur. Ces plateformes numériques apparaissent plus tard et remettent en question cette idée de passivité. Pourtant, leur activité principale est quand même de stocker des informations et des contenus fournis par des utilisateurs, mais ils vont au-delà. Ils organisent ces contenus, ils font une certaine promotion de ces contenus, ils utilisent des algorithmes qui ont aussi un impact sur les contenus qui sont communiqués, qui sont partagés, et on sait tous quel poids ont aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux, dans la communication des informations. Donc, ces plateformes numériques ont un statut particulier, mais selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on pourrait quand même les faire entrer dans cette catégorie des prestataires d'hébergement avec une responsabilité atténuée. Et jusqu'à récemment, ces plateformes numériques n'étaient pas réglementées de manière spécifique. Pourtant, le besoin y était, et c'est ce que fait le législateur de l'Union européenne ces dernières années.
C'était notamment l'objet du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022, ou Digital Services Act, DSA, qui a créé une sous-catégorie des prestataires d'hébergement que sont les plateformes en ligne. Et donc, à partir de là, on reconnaît que les plateformes ne sont pas de simples hébergeurs, qu'elles font quelque chose en plus, et on essaye de les responsabiliser, notamment à l'égard des mineurs. C'est ça qui va nous intéresser ici. Alors, comment sont définies ces plateformes, donc cette sous-catégorie des prestataires d'hébergement que sont les plateformes en ligne? Ce règlement est définit leur activité de la manière suivante. Ces plateformes, à la demande d'un destinataire du service, stockent et diffusent au public des informations. Donc, ce n'est pas un simple stockage, mais c'est aussi une diffusion des informations au public, notamment la diffusion, les algorithmes participent largement à la manière dont le contenu sont diffusés, et on sait que ces plateformes ont quand même un large contrôle sur les algorithmes qu'ils utilisent, accompagnés traditionnellement d'un certain manque de transparence. Alors, quelles sont les obligations des plateformes à l'égard des mineurs en application du DSA, donc de ce dernier règlement? Les plateformes, sur ce fondement, les plateformes ont d'abord l'obligation d'expliquer les conditions et les éventuelles restrictions relatives à l'utilisation du service d'une manière compréhensible pour les mineurs. Alors là, ce n'est pas que pour les plateformes, donc ça, c'est une disposition qui intègre les règles applicables à l'ensemble des services intermédiaires, s'adressant principalement à des mineurs ou bien où les mineurs sont prédominants. Donc, pas uniquement les plateformes, tous ces prestataires Internet doivent expliquer les conditions et les éventuelles restrictions relatives à l'utilisation du service d'une manière compréhensible pour les mineurs. On avait déjà cette exigence d'adapter la communication des informations à un public des mineurs dans la RGPD concernant le traitement des données personnelles. Puis, on va plus loin et on passe aux obligations spécifiques à destination des plateformes. Donc, cette nouvelle sous-catégorie de prestataires intermédiaires, de prestataires d'hébergement notamment. On peut identifier notamment deux nouvelles obligations. D'abord, les plateformes doivent mettre en place des mesures appropriées et proportionnées pour garantir un niveau élevé de protection de la vie privée, de sûreté et de sécurité des mineurs sur leurs services. Donc, ça, c'est une première obligation. Et puis, ils ont une interdiction de recourir à la publicité ciblée reposant sur le profilage dès lors qu'ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur. Donc là, on revient à ce problème d'identification des mineurs sur Internet. En fait, souvent, les plateformes ne savent pas si face à elles, il y a un mineur. Et donc, interdiction de recourir à la publicité ciblée afin de ne pas exploiter les vulnérabilités des mineurs. Donc, ce sont les nouvelles obligations qui s'appliquent à toutes les plateformes. Puis, on a un régime spécifique pour les très grandes plateformes, en fonction de leur taille, de nombre d'utilisateurs, et qui sont identifiés comme tels par la Commission européenne. Et ces très grandes plateformes ont, en plus de l'ensemble d'autres obligations, l'obligation d'identifier, d'analyser et de limiter les risques systémiques de manière générale. Et parmi ces risques systémiques, le législateur cite aussi les risques à l'égard des mineurs. Donc, les risques liés à l'utilisation de ces plateformes, de leurs algorithmes, notamment à l'égard des mineurs. Puis, la loi prévoit aussi les mesures d'atténuation de risques qu'elles doivent adopter, et notamment concernant les mineurs, les très grandes plateformes, une fois que ces risques identifiés, doivent adopter des mesures ciblées visant à protéger les droits de l'enfant, y compris la vérification de l'âge et des outils de contrôle parental ou des outils permettant d'aider les mineurs à signaler les abus ou obtenir un soutien s'il y a lieu. Alors, lorsqu'on regarde ces obligations,
on peut constater que elles sont définies d'une manière relativement large, ouverte, et on voit que le législateur compte principalement sur la transparence et la responsabilisation des acteurs, notamment des très grandes plateformes, et une large place est laissée à l'autorégulation. Donc la question qui se pose est comment les plateformes vont mettre en œuvre ces obligations. On va voir qu'on retrouve un peu ces mêmes questionnements à l'occasion de la présente loi, de la loi que j'ai énoncée en introduction et qui s'inscrit en continuité de cette démarche du législateur européen. Il peut peut-être être évoqué aussi, donc cette loi a été adoptée suite à une proposition de loi déposée par un député et a été adoptée assez rapidement et a instauré de nouvelles obligations de protection des mineurs à destination des réseaux sociaux uniquement cette fois-ci. Donc, le législateur se concentre sur les réseaux sociaux. Il introduit une définition des réseaux sociaux qui est celle du règlement sur les marchés numériques, du règlement européen sur les marchés numériques, et impose certaines obligations spécifiques aux réseaux sociaux qui rentrent dans ces définitions plus larges des plateformes numériques que nous avons vues tout à l'heure avec le DSA. Alors, ces réseaux sociaux doivent désormais, en application de cette loi, doivent ou devraient, parce qu'on va voir que cette loi rencontrera sans doute des difficultés d'application, donc devraient refuser l'inscription à leur service aux enfants de moins de 15 ans sans autorisation parentale. Et ça s'applique aux comptes déjà créés par les enfants de moins de 15 ans. Les parents vont devoir donner leur autorisation. Alors, c'est la première fois qu'on évoque ici cet âge, ce seuil de 15 ans. Donc, c'est le même âge que dans le RGPD pour le consentement au traitement de données personnelles, même s'il ne s'agit pas de même type d'acte, parce que l'inscription à un réseau social pourrait plutôt être qualifiée à plutôt une nature contractuelle. Donc, même le traitement de données personnelles, ce n'est pas nécessairement un traitement fondé sur le consentement du mineur, mais plutôt sur le contrat. Alors, les plateformes, généralement, à présent, appliquent plutôt l'âge de 13 ans qui correspond à la législation existante aux États-Unis, d'où provient la plupart des grandes plateformes. Donc là, il y a cette règle de 15 ans qui est instaurée par ce texte. D'ailleurs, le texte prévoit l'obligation de permettre aussi aux titulaires de l'autorité parentale de demander la suspension du compte de l'enfant de moins de 15 ans, de délivrer une information aux utilisateurs de moins de 15 ans et aux titulaires de l'autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Et cela en plus de l'obligation d'information au sens du RGPD concernant le traitement de leurs données personnelles. Donc là, c'est déjà important qu'on associe les réseaux sociaux à cette information, en quelque sorte aussi à un début de l'éducation au numérique et aux différents risques que ça peut générer. Ensuite, la loi prévoit aussi l'obligation d'activité lors de l'inscription d'un mineur. Le seuil de 15 ans n'est ici pas mentionné. Un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leur service. Encore une fois, une mesure plutôt intéressante. On n'est pas dans une stricte interdiction, comme ça a pu être mis en place dans certains systèmes, une stricte limitation à temps d'heures d'utilisation du service, mais quand même à une information, un contrôle qui peut être, là aussi, c'est encore une définition large, qui peut être définie par le mineur ou par le mineur et leurs parents conjointement. Et enfin, peut-être l'obligation pivot, mais qui risque de rendre toutes les autres obligations soit applicables, soit non applicables, c'est la question de vérification de l'âge. On le sait qu'aujourd'hui, dans la vérification de l'âge, il y a beaucoup de déclaratifs. Un mineur peut déclarer son âge, il peut inventer son âge, il va pouvoir s'inscrire sur le réseau social. Tandis que ce texte impose
un peu en continuité du DSA, mais de manière plus précise, impose l'utilisation par les réseaux sociaux à des fins de vérification de l'âge et de l'autorisation parentale des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par ARCOM. Alors là, on voit le premier problème et le principal problème qui est que ce référentiel n'a pas encore été élaboré et n'est pas proche à l'être. Mais on a ce caractère obligatoire et la loi prévoit, en l'absence d'une mise en conformité après la mise en demeure par l'ARCOM, la possibilité de saisir le juge qui peut enjoindre la mise en place de telles mesures de vérification de l'âge. Et d'ailleurs, pour l'ensemble de ces nouvelles obligations, la loi prévoit la possibilité d'une amende ne pouvant excéder 1% de leur chiffre d'affaires mondial des plateformes. Alors, quel est l'impact sur la capacité numérique des mineurs de cette loi? Donc, certes, on a dans le titre la notion de la majorité numérique, ce qui fait allusion à l'octroi d'une certaine autonomie dans l'environnement numérique aux mineurs de plus de 15 ans. On peut se poser la question, est-ce que là, on est en présence d'une nouvelle dérogation en principe d'incapacité générale du mineur, à l'image de ce qui a été prévu pour le consentement au traitement des données personnelles? La question n'est pas tout à fait claire parce que dans le texte, mis à part le titre, nous n'avons pas de consécration explicite donc de cette majorité numérique. Ça ne ressort que d'une interprétation a contrario de l'interdiction, de l'obligation de refuser l'inscription aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans sans l'autorisation parentale. Et en l'absence d'une disposition explicite, le champ d'application de cette autonomie reste aussi incertain. Quelle est son articulation avec le régime des incapacités de mineurs? Est-ce que cela veut dire que si on reconnaît une capacité pour les mineurs de plus de 15 ans de s'inscrire seuls aux réseaux sociaux, est-ce que ça veut dire donc ils peuvent accepter l'ensemble des clauses des conditions générales d'utilisation qui sont de nature très diverses, qui peuvent avoir une portée patrimoniale ou extra-patrimoniale? Est-ce que ça veut dire que l'ensemble des actes accomplis par le mineur sur un réseau social ne pourront plus être remis en cause à cause de sa minorité s'il a plus de 15 ans? Je pense que ça serait aller un peu plus loin en l'absence d'une disposition explicite en ce sens. Donc, comme on l'a déjà dit, la définition de l'autonomie du mineur dans le contexte numérique est difficile. Et si on regarde un peu historiquement, l'histoire plutôt proche, en 2014, la commission des clauses abusives s'est prononcée sur la question et a considéré qu'un mineur ne saurait être capable de conclure seul la plupart des contrats de fourniture de services de réseaux sociaux. Alors, ça part de l'analyse de ces clauses des conditions générales d'utilisation, mais le principal risque que cette commission identifie en 2014, c'est les conséquences du traitement des données personnelles des mineurs. Avec la RGPD, donc, entre-temps, il y avait la RGPD qui a déjà prévu qu'un mineur de 16 ans, voire 15 ans en France, est capable de consentir au traitement de ces données personnelles. Donc, il y a une évolution depuis. Et puis, nous pouvons estimer aussi une position de la CNIL qui s'est prononcée sur ce point dans une publication en 2021. Elle a estimé que, je cite, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, puisque ce sont les tribunaux à partir de la notion des actes de la vie courante vont décider si un acte peut être accompli par un mineur seul, donc sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux. Il serait cohérent que les mineurs puissent être considérés en fonction de leur niveau de maturité et en tout état de cause à partir de 15 ans comme capables de conclure des contrats ayant pour objet le traitement de leurs données dans le cadre de services en ligne, tels que l'inscription à un réseau social ou un site de jeux en ligne. Donc, vous voyez, on ne parle que, la CNIL ne s'intéresse qu'au traitement de données personnelles, alors que l'inscription aux réseaux sociaux a aussi d'autres conséquences juridiques.
Et donc, la CNIL pose quand même les conditions. C'est que les services donc, doivent être adaptés au public mineur qu'ils accueillent, respecter strictement les règles de protection des données personnelles, informer le mineur de façon claire et adaptée des conditions d'utilisation de ces données, et prévoir une voie de recours pour permettre aux parents de demander la suppression de compte de leur enfant s'ils estiment nécessaire afin de protéger son intérêt supérieur. Donc, les parents restent les gardiens de son intérêt supérieur, même si ça peut paraître un peu contradictoire de donner une autonomie aux mineurs d'accepter la création de compte et puis permettre aux parents de le supprimer. Alors, on voit que la loi du 7 juillet 2023 on ne peut pas nécessairement interpréter la loi du 7 juillet 2023 en ce sens qu'il autorise finalement les mineurs, ça serait aller trop loin de considérer qu'un acte accompli par les mineurs sur leur réseau social est toujours valable. Alors ça c'est mon interprétation en l'absence de clause explicite, mais la question se pose. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre en compte les risques pour les mineurs, la diversité des actes. Et on se rend compte que finalement, la loi du 7 juillet 2023, c'est plutôt un nouveau régime orienté sur la régulation des réseaux sociaux plus que sur l'autonomisation des mineurs. Et si c'est le cas, on peut se poser la question aussi pourquoi on s'intéresse qu'aux réseaux sociaux et pourquoi on n'élargit pas ce régime protecteur à l'ensemble des plateformes numériques. Nous pouvons notamment penser aux plateformes de jeux vidéo comme Roblox, où les mineurs sont très présents. Enfin, on peut constater, comme je l'ai énoncé au départ, des difficultés pratiques de la mise en œuvre de cette loi. Premièrement, le caractère ouvert de l'ensemble de ces obligations. Encore une fois, on laisse une large place à l'autorégulation, donc tout dépendra de la bonne volonté et de la capacité des acteurs à s'autoréguler sous contrôle des autorités de régulation, de l'ARCOM, donc peut-être dans une démarche plutôt de co-régulation. Et puis, il y a cette problématique centrale de la vérification de l'âge liée au fait qu'aujourd'hui, aucun système n'existe qui serait conforme qui serait à la fois fiable, mais aussi conforme au respect des droits fondamentaux, notamment la protection des données personnelles. Et puisqu'on est sur l'Internet aussi, comme toujours, la liberté d'information et de la communication, voire la liberté d'entreprendre des plateformes. Alors, cette problématique de la vérification de l'âge a été en France surtout soulevée en lien avec l'application de l'article 23 d'une loi du 30 juillet 2020 qui concerne l'obligation pour les mineurs, pour les prestataires pour les sites qui diffusent des contenus pornographiques, de mettre en place des mesures techniques qui empêchent aux mineurs l'accès à ces contenus. Et donc, les recours sont au cours puisque ces plateformes, ces sites Internet ne sont actuellement pas conformes et restent sur un principe déclaratif, ce qui ne permet pas de protéger efficacement les mineurs face à ces contenus. Et la CNIL a dû se prononcer aussi en lien avec le décret d'application de cette loi sur les mesures qui pourraient être mises en place par les sites Internet. Parce que là, on était bien dans la démarche, ce sont les sites qui doivent trouver les mesures mises en place. Éventuellement, alors le décret prévoit que l'ARCOM peut mettre en place un référentiel à suivre. Mais ce n'était pas encore une obligation, une condition d'application de cette loi, comme ça semble être le cas, et c'est le principal problème de la loi du 7 juillet 2023. Alors, la CNIL donc, se prononce sur cette problématique de la vérification de l'âge, écarte surtout les mécanismes faisant appel à une identification préalable, donc ça ne devrait pas être une identification, mais préfère le recours à des dispositifs consistant uniquement en la fourniture d'une preuve de la majorité d'âge. Et donc, dans cet avis, elle recommande notamment un mécanisme qui repose sur un tiers de confiance
et qui intègre un mécanisme de double anonymat. Donc, ce tiers de confiance, ça peut être un prestataire d'électricité, par exemple, un prestataire qui a les documents, les données personnelles de la personne, qui traite déjà les données personnelles et qui a l'information sur la majorité de son utilisateur. Le site doit pouvoir faire la demande sans que l'identité du site soit révélée, et d'un autre côté, l'identité de l'utilisateur ne sera pas révélée au site. Et donc ça, c'est le mécanisme de double anonymat. En 2022, dans une publication, la CNIL élargit un peu la liste des techniques qui pourraient être étudiées, notamment validation de la carte de paiement, estimation de l'âge par l'analyse faciale, encore les cartes à gratter. Donc ça c'est plus toujours en lien avec l'accès aux sites réservés aux adultes et qui ne peuvent pas forcément tout être transposés à la problématique simplement d'identification des mineurs sur certains sites. Mais pour toutes ces techniques, elles prévoient simplement la possibilité d'étudier leur faisabilité et leur conformité. Donc actuellement, de telles techniques n'existent pas. La Commission européenne s'est également engagée dans cette démarche dans le cadre de ses travaux sur l'identité numérique, qui devrait être publié prochainement. Mais donc, si on revient à notre texte, lorsqu'on soumet cette obligation de donner aux réseaux sociaux de mettre en place des dispositifs de vérification de l'âge conformément à un référentiel établi par l'ARCOM. Pour aussi longtemps que ce référentiel n'est pas établi, on les décharge de cette responsabilité. Et la même question se pose, la même problématique se pose par un autre projet de loi relatif à la régulation de l'espace numérique qui est actuellement discuté, qui prévoit également, donc là cette fois-ci c'est encore par rapport aux sites qui diffusent les contenus pornographiques, de soumettre, d'imposer l'utilisation des dispositifs conformes à un référentiel établi par l'ARCOM. Et les problèmes liés à au rattachement de ces dispositions à ce que l'ARCOM fasse le référentiel, et que finalement on décharge un peu les acteurs de l'Internet de cette responsabilité de participer à la mise en place et au développement des mesures adaptées. Donc voilà un peu le principal obstacle à la mise en place aujourd'hui de l'ensemble de régimes protecteurs des mineurs sur Internet, pourtant nécessaires aussi à leur autonomisation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Tania. Donc maintenant s'ouvre une période de questions. Je vous invite à les poser dans l'espace conversationnel, autrement à prendre la parole ou à lever votre main si vous le souhaitez. Alors peut-être que je vais briser la glace par une première question. On est un peu flouté, excusez-moi. On a des petits enjeux techniques aujourd'hui. Moi, Tania, je suis vraiment, il y a plusieurs questions qui me viennent quand j'entends ta conférence. La première question, c'est en effet, quelle va être la réception de ces nouvelles obligations par les géants de l'Internet, qui sont justement les géants des réseaux sociaux, et dans quelle mesure on peut véritablement espérer que même les mesures de contrôle développées par l'ARCOM, alors peut-être qu'il faudra expliquer ce que c'est l'ARCOM pour nos intervenants, mais comment concrètement, même s'il y a un référentiel, il y a des solutions qui sont, leur intégration sur les plateformes, c'est une autre question. Donc comment est-ce que l'État français pense contraindre justement ces acteurs-là qui sont des acteurs étrangers? L'autre question que je me pose aussi, si je peux me permettre dans la foulée, c'est de manière, on a la même chose en renseignement personnel ou en données personnelles. On est dans une démarche toujours de protection. Mais parfois, dans cette démarche de protection, on est dans une démarche de passivité, c'est-à-dire qu'on se place
comme le protecteur du mineur et on oublie qu'il y a un effort de proactivité, c'est-à-dire un effort de conscientisation et de responsabilisation de l'acteur sur les risques auxquels il s'expose lui-même par ses usages numériques. Et est-ce que dans le contexte des mineurs, justement, peut-être par tes travaux justement pluridisciplinaires, dans quelle mesure vous évaluez ce manque de conscience, ce manque de responsabilisation qui est peut-être l'un des plus grands risques ou l'un des plus grands dangers? En fait, le mineur n'est-il pas son plus grand risque sur les réseaux sociaux par ses comportements? Oui, alors si je vais répondre dans l'ordre. Donc, en effet, concernant les acteurs du numérique, la question qui se pose, je ne sais pas trop dans quel écran je regarde. Donc, la question qui se pose est celle de savoir comment ils vont mettre en place, ces mesures. En fait, on leur laisse le choix de la mise en place. Donc, on est plutôt dans une démarche de régulation. Alors, l'ARCOM, c'est une autorité indépendante de la régulation des communications. Donc, à la fois des communications audiovisuelles et de l'Internet qui ressemblent notamment, enfin, c'était anciennement le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et donc, on a élargi à présent les pouvoirs sur Internet. Donc, on est plus dans une démarche de régulation que de réglementation. Donc, on donne les obligations, mais ça reste ouvert. C'est aux acteurs de l'Internet de trouver le moyen de les mettre en place. Avec la possibilité de co-régulation avec les autorités de contrôle. Donc, il faut effectivement s'intéresser à ce qu'ils font. Et donc, on a aussi des exigences de transparence, les exigences de communication des rapports à l'ARCOM qui seront publiés, les exigences de permettre aux chercheurs aussi d'accéder à certaines données de ces plateformes. Et ça me semble central parce il faut, vu la place de ces intermédiaires, de ces plateformes, il faut donc qu'il y ait cette démarche, cette transparence, un peu comme ce qu'on impose aujourd'hui aux États. Donc, on devrait pouvoir imposer une telle transparence aussi aux acteurs du numérique. Maintenant, de côté des mineurs, encore une fois, c'est là aussi, on a besoin d'élargir l'approche, n'est pas strictement juridique, mais il faut savoir comment eux, ils perçoivent leurs pratiques sur Internet. Est-ce qu'ils sont conscients de leurs droits? Et donc là, c'est une question qui est à étudier, mais qui dépasse la loi et qui est centrale parce que ça nous permet de voir comment justement, quel levier il faut utiliser pour quel type de protection pour leur permettre de s'autonomiser progressivement dans le contexte numérique, parce qu'effectivement, comme tu l'évoquais, Anne-Sophie, le but, c'est qu'ils soient autonomes, que l'espace numérique soit comme l'espace physique, je dirais, où les mineurs qui ont atteint un certain âge peuvent faire un certain nombre d'actes de la vie courante tout seuls. Alors que l'espace numérique aujourd'hui, peut-être avec un manque de transparence, un manque de connaissance de cet espace, présente des risques qu'on ne peut pas pleinement saisir. Et les parents sont souvent moins présents dans l'espace numérique qu'ils le sont dans l'espace physique, ce qui est un problème supplémentaire et qui devrait être pris en compte aussi par les plateformes. Merci beaucoup, Tania. Peut-être juste, j'aurais encore une dernière question. Est-ce que tu sais, selon toi, si d'autres pays de l'Union européenne désirent se positionner comme l'a fait la France, ou pour l'instant, la France reste le seul pays à avoir adopté une législation similaire? Avec ce dernier texte, alors tous les États membres se posent la question enfin tous, c'est largement posé la question de la problématique de la vérification de l'âge. C'est pour ça que finalement, ce texte n'est pas encore applicable. Une question a aussi été posée à la Commission, il a été communiqué à la Commission sur la conformité au droit de l'Union européenne, parce qu'on est dans un domaine qui est harmonisé.
Justement, je pense que la réponse viendra plutôt du niveau de l'Union européenne et qu'il va falloir attendre, enfin sur ce point, sur la question de la vérification de l'âge, qu'il va falloir attendre les travaux autour de l'identité numérique qui sont à venir. Donc cette loi nous permet de montrer l'ensemble des difficultés qu'on rencontre dans cette démarche entre la protection et l'autonomisation des mineurs. Maintenant, je pense que sa mise en place, je ne suis pas certaine qu'elle se fera et que ça sera plutôt un point qui sera régi par le droit de l'Union européenne. Cela pose en tout cas une première pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Peut-être ces échanges ont donné d'autres idées pour d'autres échanges, d'autres questions avec l'Assemblée. Non. Les mains s'avèrent timides. Alors oui, nous avons une question de Sarah Tifrant, en espérant que je n'ai pas écorché votre nom. On vous écoute, Sarah. Non. En tout cas, merci pour votre intervention. J'ai une question plus large, c'est est-ce que vous ne risquez pas finalement, bon, le mot est fort, mais un boycott un peu des plateformes au vu des mesures qui vont être mises en place? Parce qu'on le voit avec le RGPD, la CNIL, avec toutes les sanctions qui sont mises en place. Est-ce que vous risquez pas justement par la suite que ces plateformes un peu désertent, si j'ai pu dire, l'Union européenne? Alors cette question se pose toujours. Est-ce que en réglementant trop, on risque de faire fuir les plateformes? Sauf que lorsque cette action vient du niveau de l'Union européenne, donc là c'est vrai que c'est une loi française, mais je vous expliquais, c'est une marche plus large qui s'inscrit dans l'activité du législateur de l'Union européenne. Le marché de l'Union européenne reste assez important pour éviter ce risque. Et heureusement, par contre, oui, par certaines autres règles, je pense notamment dans un autre domaine, la question des services des agrégateurs de presse, lorsque les États commençaient à essayer de prévoir une législation protectrice, imposer une rémunération pour l'utilisation des articles de presse État par État. Donc effectivement, le poids de certaines plateformes, de certains acteurs du numérique, donc en l'occurrence, il s'agissait surtout du service Google News, a fait que pour certains États, ils ont simplement supprimé ce service. Je pense que ce risque n'existe pas vraiment aujourd'hui au niveau de l'Union européenne, et d'autant mieux. Et oui, je pense que peut-être avec l'évolution des consciences aussi, les acteurs du numérique vont adopter une approche peut-être plus éthique, et même dans leur communication, vont essayer de mettre tout en œuvre pour se conformer à ces nouvelles règles. Donc, je pense qu'on n'y est plus. Après, oui, effectivement, on évoque cette question. On peut penser aussi à la question de la réglementation de l'IA, où on soulève la même question. Est-ce qu'on va trop réglementer? Est-ce qu'on va faire fuir cette activité? Mais je pense qu'on n'y est pas pour ces règles concernant la protection des mineurs. D'accord, merci. Et j'ai une autre petite question du coup, parce que vous nous dites par rapport que la réglementation va se faire au niveau européen. Mais on le voit, il y a des codes de bonnes pratiques européens qui ont été mis en place et pourtant les plateformes ne les respectent pas tellement, selon moi. Du coup, est-ce qu'il va y avoir réellement une grande efficacité si c'est que l'Union européenne qui s'y met dans cette régulation? Non. Enfin, ce qu'on peut espérer, l'approche la plus optimiste, ce serait que progressivement,
on parvient à adopter de tels codes de bonne conduite et que les acteurs les mettent en œuvre. Et finalement, si ça se fait au niveau de l'Union européenne, dans la mesure que ces plateformes ont souvent une activité mondiale, ça sera plus simple pour eux de mettre les mêmes mesures en place sur tous les territoires. Et on peut avoir un effet comme l'effet RGPD, où aujourd'hui, même en dehors de l'Union européenne, même pour les services proposés aux utilisateurs d'autres territoires, aux utilisateurs canadiens, par exemple, beaucoup de plateformes vont mettre en place les exigences du RGPD parce que c'est simplement, ça est devenu un peu la norme. Donc, on peut avoir aussi cet effet d'exportation de ces mécanismes protecteurs que les plateformes ont développés pour l'Europe. Mais la protection des mineurs n'est pas un enjeu qu'en Europe. Et, je suppose que ça intéresse aussi d'autres législateurs. Donc, on pourrait penser à ce que ça se généralise et que ça devient la norme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vous ai donné plutôt une réponse optimiste. Après, oui, on peut avoir aussi une vision plus pessimiste, mais tout dépendra aussi au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, des autorités de régulation des États. Donc, comment elles vont accompagner cette mise en œuvre de ces nouveaux régimes. Donc, voilà. Merci. Il nous reste quelques minutes pour prendre peut-être la dernière question de Simone Toussy. Oui, merci. Je ne sais pas si je suis entendue. Oui, tout à fait. On vous entend bien, Simone. Merci beaucoup. En fait, ma question va à peu près dans le sens de la précédente qui parlait des mesures d'efficacité sur le respect de cette réglementation. J'aimerais savoir, au cas où c'était appliqué et que cette application-là rencontre des réticences ou un durcissement justement de la part de ces plateformes, est-ce qu'il y a un dispositif mis en place ou alors envisager pour les convaincre à obtempérer? Quand je parle de dispositif, je vais à peu près au-delà de ce que l'Union européenne, par exemple, pourrait faire comme pression, ce que le gouvernement français pourrait mettre en place comme moyen de pression. Mais je vois surtout du point de vue des acteurs comme les organisations de la société civile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé dans ce sens? Au-delà de l'Union européenne, vous voulez dire dans un contexte international? Oui, oui, par exemple, que Il y ce a les- soit à oui. l'Union européenne ou à l'international ou avec les autres gouvernements qui voudraient bien s'arrimer, par exemple. En principe, ces mesures s'inscrivent, ça devrait être une obligation en application de la Convention des droits de l'enfant, comme le précise en 2021 aussi le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Maintenant, au niveau international, quelle est l'instance qui pourrait le rendre obligatoire? Je ne suis pas certaine que l'on puisse l'identifier. Je ne sais pas, Anne-Sophie, si tu as réfléchi sur cette question. En fait, donc on rencontre effectivement cette limite on est dans le champ des droits fondamentaux qui ont notamment une portée, droits de l'enfant, qui ont une portée supranationale, mais au niveau de mise en œuvre de ces exigences au niveau international, je pense que c'est plus compliqué. Au niveau de l'Union européenne, oui, il y a une possibilité, donc il y a une obligation de mise en œuvre de ces règles avec la possibilité des amendes, un peu comme pour le RGPD. Mais on n'a pas une mise en œuvre internationale qui peut être envisagée à ce stade. D'accord, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Il est 13h30. Merci beaucoup, Tania, pour cette conférence qui a été notamment organisée en collaboration avec le GRDP, le groupe de réflexion en droit privé de l'UQAM. Dire aussi que cet événement n'aurait jamais pu avoir lieu sans le soutien de l'OBIA et notamment son précieux soutien logistique. Je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et au plaisir de futurs échanges. Merci. Au revoir.